j'attendais parce que je pensais que c'est toujours un peu long. C'est bien, non mais un peu long si on disait tous les tarifs. C'est pas long. Donc le point que je voulais dire, c'est qu'on a, vous pourriez vous demander pourquoi on a mis un tarif pour le travail après 20 heures. C'est qu'en fait, on a un certain nombre d'associations qui nous prennent leur espace et qui, l'âge venant, peinent de plus en plus à faire le ménage ou à faire un certain nombre d'activités. Et ils nous demandaient de plus en plus, enfin pas en grand nombre, mais un petit peu, de mettre des personnels à disposition pour leur donner un coup de main si on peut manger, parce que bon, l'âge est là, mais voilà. Donc on a trouvé un système qui est de dire, bon, ok, on veut bien, mais il faut intégrer que c'est le soir, c'est un coût plus élevé, parce que nos agents qui travaillent le soir, c'est quand même une contrainte plus forte que quand c'est la journée. Donc après, les prendront ceux qui voudront, c'est pas des choses qu'on va imposer. Mais voilà, mais on a des demandes de plus en plus et on s'aperçoit que, je le dis, on nous demande très souvent les salles, mais les gens ne se rendent pas compte que ce qui coûte, c'est pas uniquement la salle, c'est tous les personnels que ça mobilise. Parce que la salle, quand on est dedans, il faut le nettoyer, ok, mais le chauffage, ça ne change pas beaucoup parce qu'on l'utilise ou on ne l'utilise pas, c'est clair. Par contre, si on oblige à laisser quelqu'un qui va être là, un SIAC, quelqu'un qui va faire de la technique, ou quelqu'un même qui est là pour donner un coup de main, c'est un coût et nos personnels, les soirs, le samedi, le dimanche, ils pourront se reposer, ou qu'à ce moment-là, étant mieux payé, ça fait un petit bonus. Voilà, donc on le fait, pas pour faire un grand nombre, je le dis tout de suite, mais c'est plus un service, on se dit, il y a des gens qui vont le faire. Voilà. Sur ces nouveaux tarifs, des remarques, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Point numéro 11, alors, tarif des animations dans le cadre du Noël nordique, alors on la font chaque année. Oui, cette année, donc, on vous propose le tarif du labyrinthe en déambulation sans jeu à 1 € par personne, gratuite pour les moins de 3 ans accompagnés d'un adulte, les autres animations à 2 € et un tarif de groupe par classe à 10 € le groupe. En fonction de la durée et de la technicité, certaines animations nécessiteront un ou plusieurs tickets quand il y a des chocolats ou des choses comme ça, par exemple. Les recettes seront encaissées sur le budget annexe de la saison culturelle, sur le compte budgétaire suivant, fonction 330, nature 7062. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, garantie partielle d'un emprunt réalisé par l'association L'Envol auprès de la Caisse d'épargne pour la reconstruction du centre d'accueil de jour sur le site du Haut-Barrieux. Oui, alors L'Envol nous demande de garantir un emprunt à hauteur de 50%. Cet emprunt est d'un montant de 700 000 € sur 25 ans, avec un taux fixe à 2,2, une périodicité des échéances mensuelles et des dossiers de 850 €. Donc, L'Envol nous demande donc de garantir cet emprunt à hauteur de 50%, sachant que les 50% restants seront garantis par le département de la ville. Je voulais simplement dire qu'en tant que membre du conseil d'administration de l'Envol, je ne prendrai pas part. On va considérer que vous êtes sorti au moment du vote. Non, mais c'est comme ça. Non, mais on considère, voilà, parce que voilà, je sais que la règle, c'est que normalement, on ne devrait même pas être obligatoirement présent. Donc on enregistre comme si vous n'étiez pas présent, parce que justement, vous avez raison qu'il n'y ait pas d'ambiguïté après. Voilà. Et les abstentions, les oppositions, je vous remercie. Bon, c'est l'habitude qu'on a, sur Twitter, depuis un certain temps, que ces établissements qui sont parapublics, quand même, à finalité quand même publique, qu'on apporte notre cautionnement au niveau des prêts. Voilà. Je trouve que c'est bien, c'est un moyen de montrer que on souhaite que ces établissements soient aussi chez nous. Alors, on continue. Alors, garantie d'emprunt pour l'emprunt réalisé par l'ASSO par rapport au parc de Sainte-Catherine. Donc l'ASSO nous demande de garantir l'emprunt donc à hauteur de 80%. Cet emprunt est d'un montant de 1 850 000 sur une durée de 14 ans, avec un taux variable Euribor préfixé à 0,25%, des échéances annuelles, des dates de versement des fonds quatrième trimestre et une date de première échéance au 15 janvier 2020. Voilà. Des observations? Oui, c'est ça. Juste deux observations, effectivement. La première, c'est que si le choix de l'aménageur ne s'était pas porté sur l'assaut ou sur le moulin à Pita,
demandez pas. Et l'autre point qui nous étonne, c'est effectivement le montant de cet emprunt qui est 1 850 000, qui correspond au coût de 1 650 000, plus, d'après ce qu'on nous a dit en commission, d'autres frais, notamment des frais de notaire et des frais d'études. Donc, ce qui m'étonne effectivement, c'est qu'on incorpore les frais d'études qui avaient déjà, je suppose, été payés par la ville d'Isère, par les études qui étaient faites par l'ASSO, pour pouvoir remettre un emprunt pour financer quelque chose qui a déjà été payé. Ce n'est pas des études qui ont déjà été payées. C'est celles qu'on va mettre là, parce que les études ne sont pas finies. Je pense que vous verrez d'autres moments où il y a toujours des études par rapport au terrain, par rapport à l'archéologie. Mais Jean-Michel, tu veux donner plus d'infos? Oui, concernant ces frais supplémentaires qui étaient évidemment envisagés du départ, quel que soit l'aménageur, il y avait des frais supplémentaires. Donc il n'y a pas d'une étude, il y a plusieurs études. En effet, il y a des frais de notaire, parce que du coup, c'est comme quand on achète un terrain, c'est avec frais de notaire ou sans frais de notaire, mais il y a bien les frais de notaire. Et puis aussi, il y a des fouilles archéologiques qui sont prévues au niveau de ces estimations financières. Voilà. Mais on a tout à fait le droit de pouvoir emprunter sur les frais de notaire et les frais d'études. Et sur la deuxième réponse que je vous ai déjà faite, mais comme vous posez la question pour que je rapporte une réponse, quand le choix avait été fait entre l'ASSO et Moulin Habitat, je rappelle que quand on a fait le choix, il faut regarder le résultat final de l'argent qu'on doit mettre dedans, parce que soit on regarde en intermédiaire, on peut avoir des moments où on a des intermédiaires intéressantes et puis au bout du compte c'est moins intéressant. C'est comme un prêt, si on regarde que le pourcentage, faites un prêt quelque part à une banque, ne regardez pas que le pourcentage, regardez réellement ce que ça veut dire en mensualité, en frais. Je rappelle que dans l'offre qui était faite, sur toute la durée, il était prévu Moulin Habitat de demander une participation financière de 650 000 € et que l'ASSO nous en demandait une de 500 000 €. C'est ce qui a été conventionné. Et dedans, tout là. Voilà. Alors vous allez me dire, si l'ASSO, elle se casse la figure. Ah oui, on garantit. Mais, mais je ne le souhaite pas. Mais en même temps, si nous avions choisi Moulin Habitat, on y reviendrait. On sera en train de se dire, mais nous avons choisi Moulin Habitat. Ah ben mince, c'est plus eux aujourd'hui. Parce que je vous rappelle que Moulin Habitat a un certain nombre de risques de disparaître. Puisque dans les projets, on y reviendra plus tard, Moulin Habitat en tant que tel va disparaître. Et que du coup, on a beau tourner la tête, Moulin Habitat va être introduit, l'association qui va tenir va s'appeler Evoléa, si c'est fait, et donc du coup, nous aurions conventionné avec Moulin Habitat, et nous aurions eu comme partenaire qui aurait porté, peut-être qu'il aurait fait bien ça, je ne fais pas de jugement, mais ça serait plus Moulin Habitat dans quelques temps, puisque Moulin Habitat n'existera plus en tant que tel de Moulin Habitat. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre, ou si je n'ai pas compris, je ne suis vraiment pas bon. Mais voilà. Donc aujourd'hui, le choix qu'on a fait, l'ASSO est encore là. Mais il peut toujours arriver. Peut-être que l'ASSO peut être absorbé par quelqu'un dans 2 ou 3 ans, ce qui peut arriver. Transfert d'une entité à l'autre. La vie continue, heureusement. Oui, mais il y a un transfert quand même d'une société publique à une société SCIC qui a vocation commerciale. Pour moi, politiquement, il y a peut-être une différence entre une société publique et une société à finalité commerciale. Nous sommes dans les choix politiques, des vrais choix politiques. On n'est pas dans la querelle politicienne. Des choix politiques. On veut s'appuyer sur les structures publiques ou on s'appuie sur les horaires moins publics, voire quasiment, même si c'est la vocation sociale, la Polygoléa, c'est une société commerciale, je le rappelle. Mais on aura le temps d'y revenir à la dernière délibération. Oui. Bon, d'abord, je rappelle que lorsque nous étions au niveau de la commission ad hoc, au niveau du choix de l'aménageur, tout s'est bien passé sereinement et que nous étions, tout groupe confondu politique, unanime sur le choix de l'aménageur, sur le choix de l'ASSO. Il présentait des meilleures garanties financières, mais il présentait des meilleures garanties en termes d'esthétique, on va dire, au niveau du parc, et le projet nous a quand même relativement emballé. Nous n'avons pas cherché à savoir à tout prix si c'était Moulin, si c'était l'ASSO. On a essayé d'être le plus intègre possible. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour avoir entendu à un moment donné que l'ASSO n'était pas une société locale, il faut quand même se rappeler que le siège social départemental de l'ASSO est à Verne et dont les différents personnels de l'ASSO aujourd'hui sont sur la proximité. Demain, comme le disait Pascal Perrin tout à l'heure, avec la disparition de Moulin Habitat, on n'est pas sûr de pouvoir travailler en proximité avec les gens qui auraient pu aménager le
site du parc Sainte-Catherine, on aurait peut-être travaillé avec des gens qui étaient sur Paris. Ça, c'est le risque. Sur la délibération, donc par rapport donc, à cette garantie portière, qui s'oppose, qui s'abstient, le groupe de droite, je vous remercie. Point numéro 14 en finance, attribution de quelques subventions complémentaires. Pascal. Il vous est proposé d'accorder une subvention de 5 600 € au comité de jumelage Saint-Heures-Chapontine, une subvention de 200 € à Horizon Musical et une subvention de 500 € au karaté contact pro pour un montant total de 6 300 €. Elles seront mandatées à la nature budgétaire 65 748 de l'exercice 2018. Alors, pour information, pas qu'il y ait d'ambiguïté, et c'est avec l'occasion d'en parler, ces subventions au comité de jumelage de Fontaine, c'est pas du tout par rapport au Royal. Vous savez que je vais conduire une délégation pour aller à partir du 12 novembre. Je rassure tout de suite tout le monde. La règle qu'on a toujours fait sur les heures, mais c'est pas nouveau, toujours fait, que ce soit les gens du comité de jumelage, que ce soit les élus, lorsque l'on va à l'étranger, chacun paye toutes ses dépenses. Le budget de la collectivité ne doit pas servir à ça comme possible. Là, par contre, c'est lorsqu'ils sont venus chez nous, nous avions décidé de prendre un certain nombre de dépenses à notre charge. Là, par contre, nous avons pris des billets, parce qu'effectivement, ils n'ont pas les moyens de venir, et ils sont venus à 13, et nous avons pris ça. Il était prévu que nous prenions 5 billets, entre autres, tout ce qui était les frais pour 5 personnes. Et c'était beaucoup plus simple de réserver les billets, enfin toutes ces dépenses, que le comité de jumelage avance l'argent. Je vous le dis très simplement, c'était bien plus simple autrement. Et donc le comité, on avait vu, le comité de jumelage a avancé tous les grands financements et nous a fourni les factures, les éléments de tout ça. Et cette subvention de 5 600 correspond à des dépenses que le comité de jumelage a fait à notre demande concernant la venue des personnes, la prise en charge des repas quand ils étaient là, etc. Voilà. C'était, je voulais vous le dire, c'est pour ce qui s'est passé après, et on a régularisé en cours d'année. Bon. Horizon Musical, c'est pour un petit remplacement de matériel, puisque c'est dans notre convention qu'on l'a. Karaté haut, c'est une activité nouvelle, qui était là, mais qui n'avait pas demandé jusqu'à maintenant de subvention, il a besoin d'un petit coup de main. Donc, on peut voir qu'on a donc 6 300 de subventions complémentaires. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, point numéro 15. Alors, nous allons voir toutes les modifications modificatives. Alors, pour l'instant, numéro 1, budget annexe, service des eaux. Oui, il s'agit d'enlever 30 000 € en dépenses, en investissement, donc en dépenses, et donc en recettes, de diminuer les programmes d'emprunt de 30 000 €. En fonctionnement, c'est simplement des changements d'affectation. Je les fais tout à la suite, puis on vote à la fin. Oui, on les fait toutes, et puis si certaines vous voulez avoir un vote différent, vous le direz, on les fait. Au niveau de la délibération numéro 16, donc ce n'est pas la décision modificative numéro 1, mais numéro 2. Pour la saison culturelle. Donc on rajoute 5 000 € puisque nous avons eu 5 000 € en recettes de fonctionnement. Nous avons eu 5 000 € de plus au niveau de la subvention de la région par rapport à ce que nous avions prévu. Et donc nous diminuerons de 5 000 € la prise en charge des déficits par le budget principal. Au niveau du budget annexe de la location des heures espaces, c'est simplement un changement d'imputation. Numéro 18, budget annexe de la restauration municipale. Donc en dépenses d'investissement, on a rajouté des agencements pour 7 000 € d'agencement au niveau de la liaison froide et on en a enlevé 6 200 pour des équipements et puis des changements d'imputation. Donc la DIB est à hauteur de 7 600 € en dépenses d'investissement. Et en recette d'investissement, on rajoute 1 600 € d'autofinancement complémentaire et on rajoute 6 000 € d'emprunt. Donc la délivre s'équilibre à 7 600 €. Au niveau des dépenses de fonctionnement, il y a une petite erreur sur la délivre. Donc l'autofinancement de 1 600 € est réalisé. Et au niveau des recettes de fonctionnement, donc on enlève 11 400 € de repas vendus aux communes extérieures et on rajoute 5 000 € qui sera pris en charge par le déficit, par le budget principal.
Ensuite, pour la décision modificative numéro 3 concernant le budget principal. Alors, je ne vais pas vous en faire une lecture exhaustive, mais on a rajouté, par rapport à ce que nous avions prévu, 18 500 € de travaux dans les écoles, l'infirmerie du stade de Bellevue pour 26 000 €, un véhicule, l'aménagement au cimetière pour 12 600 €, un véhicule pour la police municipale pour 12 000 € et l'aménagement des osières pour 90 350 €. Donc ça nous fait des M qui s'équilibrent à 91 650 €. Nous avons eu au niveau des recettes d'investissement une bonne nouvelle puisque nous avions 73 000 € de DETR, mais nous avons été éligibles à la DSIL, ce qui fait que nous aurons plus 73 000 €, mais nous aurons 100 000 € pour les travaux d'ISATIS. Voilà, donc cette ellipse s'équilibre à hauteur de 91 650 €. Ensuite, dans dépenses de fonctionnement, nous rajoutons 26 000 € d'autofinancement complémentaire et nous rajoutons 10 000 € pour l'aménagement des osières. Donc cette ellipse s'équilibre à hauteur de 32 750. Voilà, globalement, ce que je peux vous en dire, vu que je n'ai pas pris une par une. Moi, j'ai envie de râler un petit peu par rapport à ceux qui prennent des décisions et qui ne payent pas. Je prends par exemple les 26 000 € de l'homologation de l'infirmerie de Bellevue. Attendez, je vais être très clair. Aujourd'hui, l'infirmerie, elle est dans ce qu'on appellerait, comment ça s'appelle, les bungalows de chantier, un algéco, allez, on ne fait pas plus de marque, on se comprend. Il y a un bungalow, voilà, il y a un bungalow qui est à côté, qui sert d'infirmerie. Or, la fédération foot a décidé, a signalé qu'il ne fallait pas qu'on puisse passer, il fallait qu'on passe directement des vestiaires à l'infirmerie. Et pas pour des problèmes que de soins, en particulier lorsqu'ils veulent faire des contrôles antidopage, il ne faut pas que le joueur puisse s'évader et partir ailleurs. Donc pour cet essai-là, il nous faut donc intégrer une infirmerie, bien sûr, avec des normes qui seront imposées, dans l'intérieur, à l'approche des vestiaires. Donc vous dites qu'on n'est plus dans des transformations d'autre chose, et que c'est simple, il nous a dit, si le 1er janvier ce n'est pas fait, on ferme le stade. Voilà. Je dis qu'à un moment, les fédérations, j'en ai parlé l'autre jour quand on était, j'avais des responsables, quand on était à l'inauguration de la salle de la raquette, j'avais des responsables d'octobre, j'ai dit écoutez, faites attention à vos décisions. Et là, j'ai trouvé des gens, c'était tout le pays de tennis, qui avaient quand même conscience qu'à des moments, ce n'était pas eux qui imposaient, parce qu'en fait, ça vient du national. Et ça, je comprends, mais je leur ai dit, faites attention, sinon nous, commune, à un moment, on ne va plus vous suivre. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais 26 000 €, alors vous allez me dire, vous faites une infirmerie de luxe. Non, c'est que simplement, ils cassent des poisons, rajoutent des portes, c'est pas si simple. Tout ça pour un éventuel contrôle de page que j'ai rien contre. Mais entre nous, peut-être qu'on pourrait aller le faire dans le vestiaire au lieu de faire sortir les gens dans l'infirmerie. Après, ça c'est mon coup de colère, parce que je trouve que c'est quand même trop facilement que des fédérations imposent des choses sans se poser la question du pour et derrière, il faut aussi, voilà, c'est indépendant, on peut le financer, mais quand même. Pour moi, je trouve qu'on gaspille 26 000 €. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Peut-être qu'avec l'argent de la Coupe du Monde, on aurait pu obtenir un petit peu une subvention quand même. Oui, mais c'est pas maintenant qu'on peut déposer. Le problème, c'est que c'était le 1er janvier. Oui, c'était malgré tout une dépense inutile. De mon point de vue, même s'il faut faire les contrôles, c'est pas un contrôle. Je pense que, voilà, bon, après, on le fera, on verra dans une belle infirmerie et puis on voilà. Ok. Par rapport à l'ensemble CDM, vous souhaitez prendre la même position? Des oppositions? Des abstentions? On fait pour l'ensemble des abstentions. Je vous remercie. Alors, nous sommes à la question numéro 20. Alors, Isabelle, pour l'attribution des crédits de fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles. Chaque année, le montant des crédits de fonctionnement alloués aux établissements scolaires doit être fixé par le conseil municipal. Il vous est proposé de maintenir le montant des crédits attribués à chaque élève de classe maternelle et élémentaire à 42 €. Et d'autre part, il vous est proposé l'attribution de crédits supplémentaires de 16,30 € par élève en classe spécialisée, de 1 500 € au réseau d'aide spécialisée
€ pour l'enseignement d'une langue étrangère et de 79,50 € par classe relevant d'un établissement classé en zone d'éducation prioritaire. Par ailleurs, une somme de 1 950 € relative au renouvellement des manuels scolaires sera répartie entre les écoles élémentaires au prorata du nombre d'élèves inscrits à la rentrée 2018. Des questions, des oppositions, abstentions? Je vous remercie. Nous passons donc au dispositif administration générale avec la délibération 21 sur la modification du tableau des effectifs du personnel communal. Cyril Bonnet. Donc délibération 21, modification du tableau des effectifs. Il s'agit dans un premier temps de créer les postes pour les personnels qui ont notamment réussi à l'examen. Et aussi ceux qui ont l'ancienneté requise et qui ont rempli les conditions d'avancement de la promotion interne. Il est proposé donc au conseil municipal de créer les postes suivants: un poste de technicien principal de deuxième classe, un poste d'assistant de conservation du patrimoine principal de deuxième classe et un poste d'animateur. Et comme d'habitude, en contrepartie, on supprime leurs anciens postes. Donc cette proposition a été faite au CT du 2 octobre qui en a pris acte. Le deuxième point de cette modification du tableau des effectifs, il s'agit là de répondre à une réorganisation de la direction de la restauration municipale et de répondre également à la fin des contrats aidés. Nous créons un poste d'adjoint technique à temps complet, un poste d'adjoint technique, deux postes d'adjoint technique à temps complet, un poste d'adjoint technique à 50%, un adjoint d'animation à 70% à la direction de l'enfance, un poste d'adjoint d'animation à 90% à la direction de l'enfance, 6 postes d'adjoint technique 50% à la direction de la restauration municipale, 2 postes d'adjoint technique à temps complet à la direction de la restauration municipale, également 3 postes d'adjoint technique à 90% à la direction de la restauration municipale. En contrepartie, on supprime 6 postes, parce que pour certains postes, en fait, il s'agit d'ajustement de la quotité de travail. Également, dans ce deuxième point, nous proposons la suppression de plusieurs postes, notamment pour des départs en retraite et des mutations. Donc un poste d'adjoint administratif, un poste de technicien principal de première classe, un poste d'adjoint administratif principal de première classe, 2 postes d'agent de maîtrise, un poste d'agent de maîtrise principal et un poste de technicien. Tout cela a été également soumis au CT du 2 octobre. Sur cette délibération, des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 22. Recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Donc voilà, tout est dans le titre. Il s'agit là de faire face à l'accroissement temporaire d'activité, notamment donc, au niveau du service animation jeunesse. Et donc nous demandons la création d'un poste d'adjoint d'animation contractuel à temps complet à la direction de l'enfance relevant de catégorie C. Des questions, des propositions, abstentions? Je vous remercie. Délibération 23. Donc, depuis le 25 mai 2018, vous le savez, nous devons répondre à une obligation de réglementation générale sur la protection des données, la fameuse RGPD. Et cette RGPD a pour objectif de renforcer la sécurité, notamment des données personnelles, d'adapter les droits et libertés des personnes aux conditions de l'ère numérique, de réaffirmer le droit des personnes, d'augmenter les sanctions encourues et de créer un cadre juridique unifié en matière de gestion des données personnelles. Donc chaque organisme doit être en mesure de démontrer le respect des principes applicables donc, en matière de protection des données. Et donc l'article 37 du règlement général donc, de la RGPD impose que chaque autorité publique doit désigner un délégué à la protection des données. Donc il donne possibilité aux autorités publiques, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille, de désigner un seul délégué de la protection des données. Et donc, nous avons un organisme qui s'appelle l'ATDA, qui, à partir du 1er janvier 2019, offre un nouveau service de protection des données à caractère personnel et donne la possibilité de désigner donc cet ATDA en tant que délégué à la protection des données, DPO en anglais, Data Protection Officer. Donc, il est demandé donc, dans le cadre de cet article 39 les prestations qu'offre ce service quand même sont importantes, information et conseil aux élus, aux agents des communes, respect du contrôle de la RGPD du droit national, assistance pour la réalisation des analyses d'impact relatives donc justement à ces données, et la coopération et point de contrôle avec justement l'autorité de contrôle. Outre ces missions obligatoires,
définis par la RGPD. Les prestations suivantes sont proposées, donc assistance à la cartographie des traitements des données personnelles, assistance pour définir et prioriser les actions à mener, assistance en cas de violation des données personnelles. Donc l'article 38 de cette fameuse RGPD, donc les personnes concernées peuvent prendre contact, donc, les personnes dont les données personnelles sont détenues par un organisme peuvent prendre contact avec ce délégué à la protection des données. Et donc, elles peuvent répondre à toutes les questions relatives au traitement, justement, de ces données à caractère personnel. Donc, nous devons nous mettre en conformité avec la RGPD, et nous devons donc désigner un délégué, un DPO, Data Protection Officer, et nous demandons donc d'adhérer à la TDA, qui servira justement de personnalité morale pour justement remplir ce rôle. Donc, d'adhérer au service optionnel de protection des données de caractère personnel de la TDA, d'approuver les statuts modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire, de désigner l'agence technique départementale de la ville, ça veut dire ça, la TDA, en tant que personne morale comme délégué de la protection des données à partir du 1er janvier 2019, et d'autoriser le maire à signer la convention à intervenir avec la TDA, telle qu'elle figure en annexe de la présente délibération, vous l'avez donc en annexe, et de s'engager, bien sûr, à verser dans les caisses du receveur le montant de la contribution financière fixée annuellement par son conseil d'administration. On peut lire la convention? Et je peux être encore plus long? Alors je crois qu'il faut qu'on s'habitue à ce signe RGPD, qui n'est pas un gros mot, qui est simplement un nouveau solde, mais c'est une petite usine à gaz qui est en train de sortir. Et toutes les collectivités entre autres, et les associations, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on est en capacité de dire à toute personne qui à un moment quelconque, dans un service, donne des renseignements à caractère privé, on est capable de lui dire, celui-là, il est bien mis au secret, personne ne saura. Au bout de quelques temps, on le détruit, personne ne saura, et vous êtes bien d'accord, c'est qu'on regarde. Si on pousse à l'extrême, même moi, par exemple, quand j'ai un rendez-vous, je ne devrais garder nulle part la trace du nom et du prénom de la personne qui est venue me voir le 17 mai ou le 25 octobre. Alors que généralement, on garde parce qu'on donne un service, il y a ça à faire. Donc je ne vous cache pas que ça va être, on va s'obliger à faire des choses, c'est compliqué, c'est tous. C'est une directive européenne, c'est pas c'est la faute d'Europe, hein, mais ça va être compliqué et on a fait le choix de ne pas essayer de faire tout seul parce qu'il y avait la TDA, donc le département a essayé de le faire, va le faire pour aider toutes les communes. On aura certainement des gens qu'on va spécialiser parce qu'il faudra que chez nous on a des relais qui soient faits, mais entre être celui qui sera le relais de quelqu'un qui connaîtra bien toutes les têtes, toutes les évolutions et tout porter, on n'est pas en capacité. Et je sais, je le dis parce que ceux qui sont CCAS savent qu'ils ont la même problématique. Hein, puisque la collègue qui gère le CCAS, il faut savoir qu'ils ont la même problématique qu'il faut qu'ils prennent. Et là, on est en train de discuter, mais j'y vois mal parti. Non, mais il faut pas voir. Les coûts qui sont proposés pour les CCAS sont assez importants. Pour nous, est-ce que dans la délire, il y a le prix de la convention? On l'a pas vu, c'est la convention. Il est dans la convention, mais pour information, non mais ça donne pour information, c'est 3800, pour vous donner une idée, c'est 3800 par an. Et pour le CCAS, donc quand même, c'est un peu plus petit, mais il y a beaucoup de données, parce qu'il y a la Gorée dedans, on part à 4600. Et, ça veut dire qu'on a aujourd'hui presque un quart du budget qui serait pris si on prend ça. Et on ne voit pas comment aujourd'hui le CCAS, qui dépend aussi en partie de la ville pour un point administratif, sera en capacité de mettre tout ça. Et on ne peut pas l'intégrer dans le. Donc on ne sait pas comment on va s'en sortir, on pose la question, on n'est pas le seul CCAS, mais je trouve autant ils ont une réflexion, la TDA, en intégrant les communes, en sachant que vous savez que nous on n'est pas adhérents de la TDA parce que la TDA n'a pas été conçue pour les villes moyennes et les grandes villes, elle a été conçue plutôt pour les plus petites villes. Par contre, depuis qu'elle fonctionne, maintenant chaque fois qu'il y a, parce que de plus en plus il y a des domaines sur lesquels on peut faire, on peut adhérer sur le service qu'ils mettent en place. Je pense que d'ici quelques années, peut-être que la TDA sera faite pour tout le monde. Mais si on prend par exemple le service informatique, si on n'a jamais adhéré, c'est qu'en fait le service ATDA d'informatique, c'est que les logiciels informatiques des communes rurales, c'est pas du tout nos logiciels à nous, alors qu'on est que 4-5 communes à être dans des logiciels un peu spécifiques. Par contre là, on a fait le choix de. Alors ça a été fait avec le centre de gestion, puisqu'à un moment, le centre de gestion se posait la question, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? La com d'aglo aussi, mais la com d'aglo, on les a appelés, pour l'instant, ils les mettent pour eux, mais ils disent on a suffisamment pour mettre nous, si on prend en charge une ville comme nous, il n'y a pas de raison qu'on ne le mette pas, et la com d'aglo dit, et on
que j'entende. Si aujourd'hui il fallait mettre le service pour 44 communes, d'un seul coup, ça fait quelque chose qui est un peu difficile à absorber. Là, c'est autre chose, puisqu'en fait, on va avoir une problématique. Voilà. Donc, on aurait pu s'interroger, nous, mais c'est trop complexe. Et en plus, nous n'avons pas le droit de mettre des responsables informatiques. Parce qu'on ne peut pas être à la fois celui qui organise la collecte des données et celui qui a intellectuellement la responsabilité d'organiser le suivi. Donc si on avait mis quelqu'un, je le dis parce qu'on a des collègues de notre équipe informatique, ils pourraient dire pourquoi on n'a pas pensé à nous, parce qu'on n'a pas le droit. Autant ils auront un rôle important, autant aujourd'hui ils seraient considérés comme étant juge et arbitre. Parce que d'un côté, ils seraient ceux qui organiseraient l'enregistrement des données, puisque le service informatique va être très impliqué. Et en même temps, ils seraient ceux qui organisent. Donc on n'a pas le droit. C'est vraiment écrit que c'est interdit. Donc je vous le dis, non pas parce que simplement vous êtes là. On s'était posé la question si ça ne serait pas intéressant que ce soit importé, mais on n'a pas le droit. Il faut que ça soit indépendant. Donc il faut que ce soit indépendant. On prend quelqu'un de la PDA, du département. Non, je n'ai pas fait voter, mais je pensais qu'il fallait qu'on donne un petit peu parce que c'est un service dont on va entendre parler un petit peu, y compris par rapport, ça va changer nos habitudes à nous, changer les habitudes des services dans la collecte des données, comment on les enregistre, où on les met, à quel moment on les détruit, comment on fait pour les tenir à disposition de l'individu qui à un moment va me dire je veux plus que vous l'ayez, détruisez-le. Enfin, ça paraît simple, vous imaginez le nombre de données nominatives qu'on a dans une collectivité comme ça, et le nombre de services. Voilà, et on va y arriver, même si je pense que on verra le temps qu'on va y arriver. Il y a un petit avantage dans le texte de loi, il n'oblige pas à être complètement efficient à une date précise, pour l'instant. Donc on a quand même intérêt d'y aller doucement, mais d'y aller, pas attendre que ça tombe un arrêté qui dit dans 2 ans, vous devez pousser le pont, parce que là on sera là. Ces délibérations, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors,